Paris Basketball On Air pour un nouveau débrief, celui du match contre Chalon-sur-Saône. Et pour ce débrief, je suis accompagné de Flavien qui est élu en bord de terrain pour ce match. Salut Flavien. Salut Lilian, salut à tous. Paris 85, Chalon-sur-Saône 70. Alors si vous avez vu le score en milieu de premier quart-temps, quand Paris avait marqué 21 points et l'élan Chalon seulement 3 points seulement, et ensuite le score final avec cet écart donc de 15 points, ne croyez pas que Paris s'est baladé ce samedi soir à la Halle Carpentier. Les Parisiens ont plutôt joué au yo-yo avec les Chalonnais ce samedi soir. Paris a d'abord mené de plus de 18 points, donc très rapidement, avant de voir Chalon-sur-Saône revenir avant la mi-temps sous l'impulsion notamment de son arrière Jermaine Love. Ensuite, le club de la capitale a repris ses distances, mais voyait de nouveau les coéquipiers d'Antoine Eto'o revenir tout proche à quelques minutes de la fin. Heureusement, en toute fin de match, Paris a pu compter sur ses cadres, notamment Shorts, Ifi ou encore Malcolm, pour sécuriser donc sa 7e victoire de la saison en 9 matchs. Flavien, l'essentiel est là avec la victoire, mais c'est vrai que tout n'a pas été parfait face à Chalon. J'ai envie de te lancer sur un aspect en particulier pour commencer, c'est que depuis le début de la saison, on louait le fait que Paris était très constant tout au long d'un match. Mais est-ce que ce samedi, Paris n'a pas fait son match peut-être le moins abouti à ce niveau-là, avec de nombreux hauts et également de nombreux bas? Ah, bonne question, bonne question. C'est bien possible qu'on ait assisté à ce match, en tout cas très irrégulier. Tu Il y l'as avait le cité. match du Portel aussi, mais là c'est dans une victoire. Bon, c'était un petit peu. Enfin, le Portel c'était dans une défaite, mais il y avait peut-être moins cette sensation de montagne russe qu'on a vu contre Chalon. Ouais, bah en fait, à la mi-temps, c'est ce que je te disais quand on préparait cet épisode, c'est que moi, à la mi-temps, il y avait vraiment des relents de la défaite contre le Portel 2 semaines précédemment. Parce que Paris démarre très très fort, 21-3, je crois qu'il y a 28-12 à la fin du premier quart-temps, où Et il y a 12-0 d'entrée il y a aussi. 12-0 d'entrée, temps mort assez rapide de Chalon. On voit une équipe parisienne qui déroule en fait, qui était à son niveau, qu'on a notamment connu, je sais pas, à Nanterre très récemment. On voyait vraiment défensivement une équipe, comment dire, parfaitement en place. Et puis en attaque, elle mettait ses tirs qui étaient certains ouverts, d'autres très difficiles, mais il y avait une belle réussite, notamment à 3 points, où le Paris Basketball commence à 4 sur 6 à 3 points là, sur ce run de 17 ou 21 points là, en tout, en début de partie. Et puis, vraiment, c'est un match mi-figue mi-raisin parce que Paris, après, lâche un peu du lest et on voit Chalon revenir. Puis, donc à la mi-temps, il y a 5 points d'écart. Puis, à la fin de troisième quart-temps, Paris refait un écart pour avoir plus 14. Puis à 5 minutes du match, Chalon est déjà de retour. À un moment, il y a 2 points d'écart. Et puis bon, après, en fin de match, on va dire que les hommes de Thomas Isalo avaient quand même les ressources nécessaires, notamment défensivement, pour faire le boulot. Mais voilà, moi, je reste sur un goût d'inachevé, pas fou. Alors, c'est pas un super match, mais moi, ce qui me rassure en disant que c'est pas un super match de Paris qu'on a vu là, ce samedi après-midi, eh ben, c'est que Paris a gagné de 15 points, même si c'est un promu qui a un bon budget pour un promu, mais ça reste un promu. C'est pas un très bon match de basket, mais on va dire que globalement, l'essentiel est là, c'est d'avoir pris cette victoire. On est un peu dans des termes un peu vaseux, mais bon, on va pas non plus survendre une victoire qui ressemble là, c'est 15 points d'écart, mais je pense que l'écart réel était un peu moins ce soir. Oui, c'était certes face à un promu, mais cette saison, enfin, l'élan Chalon fait plutôt un bon début de saison, à l'image comme l'autre promu, Saint-Quentin, que Paris a déjà joué. Pour le coup, cette saison, les promus sont plutôt au rendez-vous, en tout cas en ce début d'exercice. Mais est-ce que on peut mettre on va dire ce match, comme tu le disais, mi-figue, mi-raisin, sur le compte de la fatigue? Paris qui a joué cette semaine en Eurocup un match après prolongation, après double prolongation face à Londres. Est-ce que du coup, peut-être il y avait un peu de fatigue et du coup, Paris a mis un peu moins d'intensité sur l'entièreté de la rencontre. Est-ce qu'on peut le mettre là-dessus? Ouais, oui, 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 la fatigue, honnêtement, c'est, Michael Kessens en conférence de presse après le match qui rappelait, en fait, la question lui a été posée: «Comment, est-ce que d'habitude les entraînements sont plus durs que les matchs en termes d'intensité?» Et lui, il répond: «Oui, sauf en ce moment, depuis quelques semaines, parce que l'équipe a pas trop le temps de s'entraîner comme il faut». Beaucoup de déplacements, notamment, en Eurocup, c'est, la 1re phase, la phase aller, il y a beaucoup de déplacements pour le Paris Basketball. Donc les entraînements sont pas, de la qualité, maximale
qui offrait à Paris en début de saison enfin, vraiment ce plein d'énergie et notamment, je sais pas, les matchs contre Dijon, les matchs contre Le Mans, on avait vu Paris tellement puissant, tellement intense que ça avait choqué globalement une bonne partie des fans de basket en France. Là, voilà, on est un peu sur, le match gestion, où, Paris s'est jamais vraiment fait peur parce que Paris a mené du début à la fin. Il y a pas eu une seule minute où, où Chalon a été devant. Mais c'était pas la performance que tu pouvais, plus ou moins t'attendre à voir, quand tu vois, que, c'est le deuxième qui reçoit un promu, quoi. Ouais, Paris a fait le minimum syndical. Ils ont notamment pu s'imposer en prenant vachement soin du ballon. Seulement 11 pertes de balles pour Paris et dans l'autre sens, 9 interceptions également. Donc ils ont pas perdu le ballon et ils ont su après fructifier les pertes de balles adverses justement. Et également la différence sur ce match, c'est le nombre de lancers francs obtenus par Paris. Alors le nombre de fautes provoquées par les deux équipes est quasiment similaire, 19 pour Paris, 16 pour Chalon-sur-Saône, mais Paris va shoot 20 lancers francs comparé à seulement 6 pour Chalon-sur-Saône. Je pense que c'est un petit peu les grands axes qui expliquent la victoire parisienne samedi. Bah, ouais, si tu vas sur la ligne des lancers, je sais pas, ils sont allés 6 fois, Paris est y allé 20 fois, quand même 14 tentatives d'écart et il y a 15 points d'écart. Donc bon, ça joue pas uniquement là-dessus, mais effectivement, tu as eu un Paris Basketball très agressif et qui a été capable du coup d'aller chercher des fautes qui lui ont rapporté des lancers francs, à l'inverse de Chalon qui a fait, qui a provoqué quelques fautes, mais pas tant que ça, parce que seulement 16 comme tu le disais. Et puis, il y a pas derrière, le chiffre sur la ligne, qui va, même s'ils font 6 sur 6, bah, voilà, mais c'est très peu. Heu et la différence à 3 points se fait pas tant que ça. Ils sont à 8 sur 24, ce qui fait 33. Paris est à 25 et je le disais en début de podcast, Paris démarre à 4 sur 6 à 3 points en début de premier quart-temps et finit à 6 sur 24. Donc ça montre aussi là l'espèce de montagne russe qu'il y a eu dans cette partie, c'est-à-dire qu'il y a eu des très hauts avec vraiment le début de match, idyllique où tu te dis, Paris va dérouler du début à la fin. On va se retrouver avec le même match que contre Nanterre la semaine dernière et patatras, tout s'écroule, et puis tu mets pas dedans et finalement je trouve que, Paris n'a jamais vraiment été très, très bon, sur demi-terrain mais vraiment l'emporte, je trouve, grâce à sa défense. Encore seulement 70 points encaissés. Je pense que c'est une des données à noter tu es plus ou moins dans tes standards, on va dire, offensifs et défensifs et bon, bah, c'était un match vraiment, j'ai envie de dire presque lambda, hein. C'est pas vraiment le match qu'on retiendra cette année et des chiffres à peu près qui le prouvent, hein, on en cite un petit peu, il n'y a pas non plus, un joueur qui est sorti du lot, de manière monstrueuse. Tu as peut-être été un petit peu dominé, je trouve, à l'intérieur, au rebond. Olivier Courtal je sais plus le nom du deuxième intérieur qui Mathias Marcusson, peut-être. non, 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 justement, il joue très, très Ou peu. Lionel Godou. Ouais, je crois que c'est oui, c'est Lionel Godou, si je dis pas de bêtises. Je trouvais que les 2 avaient vraiment fait un peu la misère à la raquette parisienne, notamment dans sa raquette parce que, Paris, laisse 9 rebonds offensifs à Chalon. C'est des choses qu'on voit plutôt rarement. Paris qui généralement, prend plus de rebonds que son adversaire. Là, encore une fois, c'est Chalon qui a dominé dans le secteur et voilà. Bon, ça n'a pas été, vraiment la victoire, rêvée, mais on va dire que c'est quand même une victoire. Ouais, mais c'est vrai pour revenir sur cet aspect du 3 points, Chalon qui est aussi une équipe qui normalement shoot plutôt bien à 3 points, notamment avec son capitaine Antoine Eto'o qui est un sacré shooter, mais c'est vrai que c'était un match particulier. Je pense que les deux équipes n'étaient clairement pas à leur meilleur niveau et ça s'est vu. Au final, bon, c'est quand même l'équipe qui a un peu plus de talent, en tout cas plus de joueurs capables de faire la décision. Comme je le disais en fin de match, Nadir Iffi, TJ Short se sont réveillés alors qu'ils faisaient pas forcément surtout TJ Short qui faisait pas forcément un match dans ses standards. Il tire à 0 sur 4 à 3 points par exemple. Oui, il délivre 13 passes et pour seulement 2 pertes de balles. Il est toujours très propre à la distribution. Mais il n'était peut-être pas dans un soir comme également Tyson Ward qui a 0 sur 6 à 3 points. Les deux Shorts et Ward qui terminent à 0 sur 10 à 3 points, ça on ne le reverra pas beaucoup cette saison, c'est sûr. Mais parlons peut-être, si tu le veux bien, Flavien, on va passer aux joueurs qu'on voudrait mettre en avant sur ce match. C'est Colin Malcolm. Alors, pas forcément
pour ce match en particulier, même s'il a été bon, 16 points, 2 rebonds, 4 fautes provoquées en 26 minutes, mais plutôt pour ses performances récentes des dernières semaines. C'est vrai qu'on a moi, quand on préparait l'épisode, justement, on a presque l'impression qu'il prend en ce moment le relais d'un Tyson Ward dans l'intensité, dans le fait d'agresser le cercle notamment. Qu'est-ce que tu peux me dire des performances ce soir, enfin samedi soir face à Chalon et plus globalement des dernières prestations de Colin Malcolm? Bah, il a été, assez essentiel quand même dans cette victoire parce que, mine de rien, il met des points. Il met des points, il rentre des tirs. Hem, je l'ai trouvé assez fidèle à lui-même depuis, ce qui de par rapport à ce qu'il montre depuis plusieurs semaines. C'est-à-dire, très très agressif, vers le panier. Voilà, on a tous un peu le poster en tête, qui colle sur Sam Dekker à Londres, il y a quelques jours. Et ben, cette action, quand il part à 45 degrés pour le drive après avoir reçu une passe, il le réussit très souvent. Et ça, c'est quelque chose qui embête énormément les défenses parce que il est pas sp je sais pas si il est il a un mix entre vitesse, mais il est pas rapide, mais surtout puissance. En fait, il a tout pour justement pour sur ce genre d'action pour aller gratter des points. Il a un shoot qui est honnête, largement. Je crois qu'il rentre qu'un seul tir à 3 points, il a 1 sur 2. On lui Un demande sur 2 à 3 on points lui en ce demande pas soir. beaucoup plus. Et justement pour aller dans le sens où je disais, où je parlais de ce drive, c'est que où il va beaucoup sous le panier, il va chercher 7 lancers francs, donc quasiment la moitié des tentatives de l'équipe. Il en met 5 sur 7. Et voilà, moi je trouve que très récemment, depuis plusieurs semaines, c'est lui vraiment qu'on voit un peu plus en avant sur le poste d'ailier. Même si un joueur comme Banjasi, par exemple, est également excellent depuis plusieurs semaines. Là, moi, avec Malcolm, on disait en tout début de saison comment on va différencier Ward et Malcolm, mais en fait, tu pars à la guerre avec l'un ou l'autre, c'est la même chose. Ils ont des qualités différentes, mais qui quand même, enfin, on va dire que leurs profils se rejoignent plutôt bien. Et quand l'un est pas forcément dedans, bah, souvent c'est l'autre qui est à même de produire des performances de qualité. En ce moment, c'est pas Tyson Ward, il l'avait fait en tout début de saison. Malcolm était un peu moins bien. Maintenant, c'est Colin Malcolm. Bon, bah, peut-être qu'à un moment, il y aura les deux qui seront vraiment très très forts. Et là, par contre, il va falloir s'accrocher. Ouais, mais c'est vrai, c'est ce qu'on disait un peu en début de saison quand on avait commencé à découvrir cette équipe, c'est que au fur et à mesure de la saison, on peut dire quasiment chaque joueur de l'équipe va avoir son moment, tellement voilà, le roster parisien est assez dense. Et c'est vrai que même tu cites un Banjassi, alors qu'il touche moins le ballon, qui est vraiment dans un rôle de pur finisseur, qui porte très peu la balle, mais c'est vrai qu'il est également excellent, qui termine avec 9 points, aucun tir loupé, aucun lancer franc loupé pour lui face à Chalon. Donc c'est vrai que là, Paris a pu compter sur son collectif. Ses cadres ont répondu présent à la fin, mais avant cela, d'autres joueurs ont su apporter. On aurait peut-être pu parler d'un Mikael Jantunen s'il n'était pas sorti blessé à la mi-temps, parce qu'en 10 minutes, il compile quand même 10 points et 2 rebonds. Tu me disais, Flavien, il a ressenti en tout cas une douleur à l'abdomen. C'est pour ça que le staff n'a pas voulu prendre de risques en seconde période. Également Michael Kessens qui fait un bon match, pareil, 10 points en seulement 13 minutes. Donc c'est ça qu'on peut retenir sur ce match, c'est que Paris a pu compter sur sa profondeur de banc. Et ça fera forcément, au fur et à mesure de la saison, ce sera, et avec des semaines à 2 matchs au moins, ce sera essentiel. Ouais, ouais, c'est sûr que ce sera essentiel, même 2 stats pour imaginer un peu là ce que tu dis sur le collectif. Tu regardes les trois joueurs qui sortent du banc alors qu'on eu, pas mal de temps de jeu. Colin Malcolm, Banjassiam, et Nadir Haifi, c'est 16, 14 et 17 d'évaluation. Donc c'est des évaluations qui sont, bah, plus hautes. Il y a que en fait TJ Short qui finit à 22 d'éval parce qu'il a beaucoup le ballon en main et qu'il a été capable de distribuer d'une manière encore une fois excellente. Mais tu vois que collectivement, bah, même les joueurs qui sortent du banc, de toute façon, en fait, à Paris, sortir du banc ne veut pas forcément dire grand chose, vu que Mm. tu changes toutes les 2 minutes et demie, 3 minutes ton 5. Encore une fois, Thiamas Isalo s'est pas gêné 2-3 fois dans le match pour changer les 5 joueurs d'un coup. Mais effectivement, tu es capable de. Tout ça, en tout cas, tu sais que tu as 5 titulaires qui débutent le match, ça veut pas forcément dire que c'est tes 5 meilleurs joueurs et derrière ou ton meilleur 5 probablement avec lequel tu pourras, gagner le plus facilement le match.
Là, quand tu vois, tu as ce genre de joueurs qui rentrent. Et j'avais une autre stat pour un peu imager aussi l'idée de collectif qui a été excellent. Mais Paris qui rentre 31 tirs dans cette rencontre, dont 23 avec une passe décisive. Pour moi, là, c'est vraiment, tu es sur du quasiment 75 de shoots qui sont assistés. Et ça prouve aussi que quand même, le ballon a quand même pas mal bougé. J'ai peut-être été un peu dur au début du podcast là-dessus, notamment sur la question du demi-terrain. Mais bon, t'as un meneur de jeu à 13 passes. Je crois de mémoire que c'est le record du club. Nadir Ifi, je crois qu'il fait un bon match aussi à la passe avec 4 passes. Sébastien Herrera en fait 3. C'est disséminé un petit peu ici et là. Bon, c'est quand même généralement les porteurs de balles principaux qui font des passes décisives, mais on voit vraiment que je trouve en tout cas que les statistiques montrent aussi que collectivement, cette équipe est en place et qu'il se passe quelque chose. Même dans un jour moyen, tu es capable d'aller chercher un match sans trop te faire peur. Parce que le ballon bouge bien, tu prends bien soin du ballon. Et on l'a bien vu ce soir, 23 passes des joueurs qui sortent du banc et qui sont efficaces. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'imagine, en tout cas, Thomas Cizalo quand il débute chaque match avec Paris. Pour terminer sur les joueurs du banc notamment, on peut noter que depuis quelques matchs, Gauthier Denis ne joue quasiment plus. Depuis l'arrivée de Mehdi Ngoma, qui par exemple face à Chalon joue 7 minutes pour 2 points. Mais c'est vrai que Gauthier Denis est un petit peu, entre guillemets, mis au placard en ce moment. Euh, qu'est-ce que, Tout simplement, Flavien, qu'est-ce que toi tu penses de cela et pourquoi, à ton avis, Thomas Cizalo préfère donner des minutes à Ngoma plutôt qu'à un Gauthier Denis. Bon, déjà, pour ce que j'en pense, c'est dommage, hein, dommageable pour Gauthier, hein, figure historique de ce club, qui entamait sa 6e saison avec Paris, et on voit bien que son temps de jeu diminue fortement. Maintenant, c'est pas la première fois que ça lui arrive qu'un coach lui fasse pas forcément confiance lorsqu'il arrive, et c'est lui souvent avait réussi à montrer qu'il était au niveau. Pourquoi N'Guama plutôt que Gauthier? Moi, je pense sincèrement que N'Guama a été pris dans cet effectif pour avoir un porteur de balle supplémentaire dans le roster. Et c'est vraiment pas la qualité première de Gauthier, qui est un shooter élite, qui est un bon défenseur. Mais voilà, tu vas pas lui faire porter la balle, ne serait-ce que 3 minutes avec de l'intensité comme Thomas Cizalo le veut. Mehdi N'Guama avait fait des plutôt bonnes sorties là récemment. Là, elle était vraiment pas folle, on va pas se mentir, le match de Mehdi. Mais moi, je comprends en tout cas l'idée. Si l'idée c'est j'ai besoin d'un porteur de balle supplémentaire pour mener cette équipe, je comprends qu'on mette plutôt Mehdi N'Guama sur le terrain. Si c'est pas ça la raison, moi je trouve ça un peu dommage. Et puis là, tu me parles de Gauthier Denis, mais même il y a un Mohamed Diawara qui est malade. Je veux bien un petit moment, mais bon, là, ça commence à faire un peu long. Je comprends pas pourquoi l'utilisation de Mohamed, alors qu'il fait des belles rentrées avec Paris il y a même pas un mois. Pourquoi là il est mis un peu au placard aussi. C'est un peu étrange cette manière de gérer en tout cas, pas ses anciens, mais en tout cas les joueurs qui étaient déjà dans le club et qui n'ont pas forcément été choisis par le coach. Voilà un petit peu mon avis. Et puis, pour Gauthier, dommage, mais en tout cas, il aura des minutes parce que le calendrier fait que tu vas être obligé d'ouvrir ton banc, ou en tout cas de faire tourner à certaines périodes dans la saison. Ça va être à Gauthier, en tout cas, de faire sa place soit à l'entraînement, et sur les minutes aussi qui lui seront données à l'avenir, si tant est qu'ils lui en sont données quelques-unes. Ouais, ce sera à surveiller donc dans les semaines à venir. Petit point sur le classement pour tout doucement terminer ce débrief. Paris, qui a donc, je le disais, décroché sa 7e victoire en 9 matchs. Paris qui est donc toujours sur le podium de la Betclic Elite en compagnie de Bourg-en-Bresse qui a également gagné ce samedi à Dijon. Monaco est toujours premier, invaincu, après sa victoire contre Gravelines Dunkerque. Et ensuite, il y a un petit écart qui pourrait commencer à se former selon encore les résultats de ce dimanche. Mais voilà pour Paris donc. Match des espoirs, il est ce dimanche. Alors si vous écoutez voilà, ce matin en vous levant, en prenant votre petit déjeuner, vous pouvez aller voir les espoirs si vous le souhaitez à la Halle Carpentier ce dimanche. Ce sera à 15h30 contre ceux de Chalon-sur-Saône. Donc voilà, si vous avez un petit moment
ce dimanche après-midi. N'hésitez pas. La Et suite puis, pour les... Vas-y Flavien. petit mot, c'est qu'ils ont aussi gagné cette semaine à Saint-Quentin et qu'ils ont déjà battu leur nombre de victoires de la saison dernière. Ce qui n'était pas bien compliqué, mais c'est On va important. pas se mouiller. C'est important de le noter, mais c'est vrai que bon, en plus, on vous incite à aller les voir parce que cette année, vraiment, l'équipe Espoir est vraiment beaucoup plus excitante que les saisons dernières. Il y a beaucoup de joueurs qui ont des profils intéressants, donc franchement, n'hésitez pas. La suite pour les professionnels, ce sera en cours de semaine en Eurocup, un déplacement à Prométhée. En tout cas, un déplacement contre Prométhée. Je ne sais plus où le club ukrainien joue en raison de la guerre en Il me Ukraine. semblait que c'était en Lituanie. En Lituanie, voilà, bon, je voulais pas faire d'erreur. En tout cas, ce sera en déplacement. Et c'est ce qui est sûr. Et ensuite, en championnat de France, ce sera la réception de Blois dimanche prochain en début d'après-midi. Donc voilà, c'est ainsi que se termine ce débrief du match Paris-Chalon-sur-Saône. On vous invite comme d'habitude à nous suivre sur les réseaux sociaux, @ParisB-8 on air sur Twitter, Paris Bibolonnaire sur Instagram et Facebook. N'hésitez pas également à nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous laisser également des commentaires. Et en attendant, nous, on se retrouve bien, dimanche prochain pour le débrief du match face à Blois. Merci Flavien et on se dit à très vite. Bye bye. Ciao, ciao.